France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Bonjour à tous. Un club de lecture politique aujourd'hui avec notre invité Marc Duguin, l'auteur de La Chambre des officiers et d'une exécution ordinaire, nous livre aujourd'hui un tsunami drôle et enlevé chez Albin Michel, journal de bord d'un président mal élu qui écrit comme d'autres se regardent dans le miroir pour retrouver l'homme derrière la fonction. Une chronique du pouvoir partant d'incertitude entre conflits à l'Est, crise climatique et bouleversement de nos vies par le numérique. Alors est-ce une leçon de politique par la littérature ? Est-ce une leçon de pragmatisme, voire peut-être aussi de machiavélisme? On en parle avec notre invité. L'écrivain Marc Duguin est aujourd'hui avec nous dans Bienvenue au club. Une émission programmée par Laura Dutèche-Pérez avec Corinne Amar et Anouk Delfino, réalisée par Félicie Faugère avec Anthony Thomasson à la technique. Moins pamphlétaire qu'un Patrick Rambaud, l'auteur des chroniques du règne de Nicolas Ier, mais aussi truculent à la manière de la série Quai d'Orsay des bédéistes Christophe Blain et Abel Lanzac. Notre invité, Marc Duguin, nous offre aujourd'hui une nouvelle plongée dans les coulisses du pouvoir. Bonjour Marc Duguin. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'entrer dans la tête d'un président, surtout que le vôtre, il est super actif ou suractif, comme la plupart des chefs d'État, insomniaque, et que c'est un président qui doute aussi quand même parfois. Ça a dû être assez épuisant aussi pour vous. Au départ, c'est un phénomène empathique, pas au sens d'aimer, mais de se mettre à la place. Parce que l'empathie, c'est ça, c'est se mettre à la place. Moi, j'avais déjà fait pour un tueur en série. J'avais passé 6 mois dans sa tête aux États-Unis. J'avais suivi son parcours. Et évidemment, dans tout ce que je fais, dans tout mon travail, que ce soit en littérature ou au cinéma, la question du pouvoir est toujours là. Que ce soit le pouvoir dans l'entreprise, le pouvoir à l'intérieur d'un couple, l'homme est essentiellement pouvoir. L'homme avec l'humanité se meut à travers des considérations de pouvoir. Et je trouvais que c'était très intéressant de passer, pas de faire des mémoires d'un président sur 5 ans, sur 10 ans. C'était vraiment passer 3 semaines avec lui. Et l'imaginer dans la tempête, en pleine tempête. Et évidemment dans la tempête. Bon, il se trouve que ça ressemble beaucoup à la tempête qu'on vit aujourd'hui depuis la réforme des retraites. C'était pas prévu comme ça, puisque je l'ai écrit maintenant avec les délais d'impression, tout ça, il y a quasiment 1 an. Mais je trouvais très intéressant Vous savez, quand j'étais jeune, on faisait des compositions françaises, et là, c'est un petit traité de décomposition française, c'est-à-dire que j'essaye de voir ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui a été élu avec certaines convictions, mais quand même beaucoup de cynisme, beaucoup d'opportunisme, et qui prend plaisir et qui prend goût à une fonction pour laquelle il n'était pas vraiment destiné au départ. Et c'est intéressant aussi de voir comment une seule personne est le réceptacle des problèmes de 70 millions de personnes. Et finalement, est-ce que ça a du sens aujourd'hui qu'on remette nos vies aux mains d'une seule personne, qui évidemment est très entourée, et puis qui va vous dire qu'il est impuissant parce qu'il y a toute une administration derrière, c'est une réflexion sur ce qu'est la démocratie que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Même dans ces moments difficiles, je trouve que c'est, comme on l'a souvent dit, le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Donc, c'est intéressant, je trouve, pour un écrivain de rentrer là-dedans. C'est pas faire de la politique, c'est pas tellement la question. C'est d'essayer de comprendre ces mécanismes du pouvoir au niveau de quelqu'un qui centralise, comme ça, qui est l'élu, parce que finalement, c'est ça la question. Qu'est-ce que c'est que d'être l'élu ? Qu'est-ce que c'est que d'être distingué au milieu de 70 millions de personnes ? Et donc, c'est un peu une fable voltairienne. Je crois que c'est Sylvain Courage qui est un journaliste qui m'a interviewé de l'Obs qui m'a dit ça. Il me dit c'est une fable voltairienne écrite par un adepte de Rousseau. Et je trouve que ça correspond bien à ce que j'ai voulu faire. Et puis c'est aussi
un portrait de président, à la fois à travers les responsabilités qui lui incombent, mais aussi l'extrême solitude du pouvoir. Vous parlez de votre empathie à l'instant, l'empathie de l'écrivain envers cette fonction ou envers ces figures, cette figure archétypale que vous avez imaginée pour votre roman. Le président, c'est le mâle alpha d'une meute qui le met à mort à la moindre faiblesse. Et vous racontez ce système des courtisans qui l'entourent, et car il n'est pas tout seul dans cette galerie de personnages, et pas tout seul à affronter les tempêtes à venir, quoique on finit peut-être toujours tout seul. Ce qui est intéressant, c'est le retour à la psychologie, psychanalyse. Avec vous, Marc Duguin, toujours, vous essayez de comprendre l'intériorité de vos personnages, et lui, ça commence par un manque de père. Alors, est-ce que l'écrivain est le père de substitution du narrateur dans ce livre? Est-ce que vous prenez cette place-là, avec cette empathie que vous projetez sur lui? Peut-être que je suis à l'âge d'être le père d'un président, mais je trouve très intéressant, effectivement, qu'il y a des choses qui sont communes. Vous parlez du père, c'est très intéressant parce que quand on regarde les différents présidents de la République, de la Ve République, on voit qu'ils ont probablement beaucoup de choses en commun, mais il y en a une qui me frappe beaucoup, c'est le rapport au père. En fait, le père absent ou le père où il y a une fracture avec le père, il y a un surmoi qui n'est pas très constitué. Et très souvent, je pense que cette absence du père est à l'origine de cette volonté de puissance de l'enfant, qui, en même temps, c'est parfois pas très loin de la perversité, au sens où, du coup, l'enfant se dit finalement, le père ne pèse pas trop dans mes considérations morales, donc je peux faire un peu ce que je veux. Et ce qui explique cette capacité je dirais, de cynisme qu'on a aussi parfois dans la fonction. Et je pense que c'est quelque chose qui est très, très, très directeur. C'est cet affranchissement du père. Et ceux qui ne l'ont pas eu, comme Michel Rocard, par exemple, qui était très, très admiratif de son père, même si son père considérait qu'il était un peu raté parce qu'il faisait de la politique. Mais ça explique peut-être qu'il n'a pas été plus loin. Je pense qu'il y a quelque chose dans le fait d'arriver jusqu'en haut qui est une forme d'énergie qui est liée à ce manquement du père. Plusieurs tempêtes menacent son quinquennat, celle des affaires dont il doit se protéger, puis celle qu'il déclenche en voulant réformer le plus loin possible dans l'intérêt général, sans s'interdire de faire descendre les gens dans la rue, tout en sachant comment les ramener chez eux, écrivez-vous, Marc Duguin. Le président, votre président, nous donne assez vite en ouverture sa vision de la politique. Et puis cette phrase que je viens de citer, il faut bien le dire, elle est assez drôle par les temps qui courent. Alors ce livre, vous l'avez écrit avant ou peut-être après la précédente réforme des retraites. Dans tous les cas, il y a toujours des tempêtes. Et quand il s'agit de réformer, ça pose question. Vous ajoutez, les Français sont bouillonnants, mais ils refroidissent plus vite qu'on ne le pense dans la bouche de votre narrateur. La France, irréformable, ça c'est un refrain qu'on entend encore souvent, encore beaucoup. Il y a cette déconnexion, cette incompréhension que vous percevez. Oui, parce que je pense que la fonction isole. Et le fait d'être isolé fait que ce qui est aussi assez remarquable dans cette fonction, et évidemment ça a été beaucoup souligné avec Emmanuel Macron, c'est le manque d'empathie pour les gens qu'on dirige. Et l'infantilisation qu'on retrouve dans cette formule. Et en même temps, cette infantilisation... Ils vont descendre dans la rue, mais on sait comment les ramener chez eux. On va les raisonner. Si vous voulez, ça vient de ce qu'on se disait tout à l'heure à propos du père. C'est-à-dire que pour la plupart, ils ont eu un père défaillant, mais ils veulent absolument être le père de la nation. Et c'est très intéressant d'ailleurs quand on regarde... Je regardais les discours d'Emmanuel Macron pendant la pandémie et après... Et ce ton très paternaliste, on a l'impression que c'est une nécessité de la fonction, alors qu'on est quand même des adultes, comme on dirait, majeurs et vaccinés. Donc il y a quelque chose de très intéressant dans le fait que finalement cette élite qui gouverne a énormément de mal à prendre la mesure des gens qui gouvernent. Alors chez Emmanuel Macron, c'est vrai que c'est assez flagrant parce que c'est un surdoué au niveau des études, comme en plus on a un système scolaire qui est très élitiste. Et on se rend compte que finalement son parcours, comme il est très jeune en plus, a été toujours dans des milieux très étroits. Et que finalement,
moi qui vis à la campagne depuis longtemps, je me rends compte à quel point, par exemple, il est loin des populations rurales et de la compréhension de ce qui se passe chez eux, de leurs inquiétudes. Il l'est aussi des gens modestes. Et il a eu des phrases évidemment très vexantes. Moi, je me souviens d'une phrase, parce que j'étais en train de travailler justement avec des amis sur la question de la 5G dans mon petit village. Savoir qu'est-ce qu'on fait pour la 5G. Et je me souviens de cette déclaration où il dit, de toute façon, les gens qui sont contre la 5G, c'est des Amish. Amish, référence à cette secte américaine qui vit comme on vivait au 19e siècle, disant la France c'est le pays du progrès, c'est le pays des Lumières. Et c'est cette sorte d'idéologie du progrès très méprisante pour ceux qui questionnent finalement Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point il était en rupture avec l'époque, où les gens ne veulent plus subir, ils veulent comprendre. C'est-à-dire, on peut dire, oui, finalement, on va accepter la 5G, mais on a quand même envie de comprendre les tenants et les aboutissants. Bon, puis il y a eu évidemment des phrases très vexantes sur les gens qui ne réussissent pas, enfin tout un discours qui, à mon avis, lui a fait énormément de tort, qui aujourd'hui le met un petit peu dans une impasse. Et vous, quelle est votre vision du pouvoir, en fait, Marc Duguin? On sait que vous ne vous contentez pas dans vos livres d'écrire ou de raconter des histoires. Quelle est, du coup, votre vision, puisque lui a la sienne et nous la donne dans les premières lignes du livre? Quel est le vrai pouvoir aujourd'hui? Qu'est-ce que le pouvoir pour vous? Alors là-dessus, j'ai évidemment réfléchi à la question et j'y réfléchis en permanence parce que j'écris aussi des chroniques dans un journal tous les dimanches. Je pense que la question du pouvoir est que le pouvoir aujourd'hui est de plus en plus invisible et de plus en plus inatteignable. Et je pense qu'il est fondamentalement constitué par le pouvoir économique, les grandes entreprises et évidemment, alors je dirais d'un côté, je ne veux pas non plus tomber dans le côté complotiste, mais il y a le secteur agricole industriel, de l'autre côté le complexe militaro-industriel, et ces gens-là sont extrêmement forts, sachant qu'il y a un nouveau pouvoir économique qui est venu se greffer, qui est celui du numérique. Et qui est extrêmement important parce qu'il joue d'une façon très forte. D'ailleurs, il y a un des patrons du numérique qui l'a rappelé cette semaine en disant qu'on ne prenait pas la mesure de l'influence politique du numérique et de la façon dont le numérique fait circuler l'information et la façon dont il le traite. Donc je pense que le pouvoir est là. Après... évidemment, toute la question, c'est l'allégeance de nos politiques, qui sont là pour le bien commun, à cette constellation d'intérêts privés extrêmement puissants. Et c'est pour ça que dans le livre, j'ai fait cette petite pirouette, qui est que ce président, qui a plein de défauts, mais qui n'est pas complètement idiot, dit comment on fait pour avancer sur la question de l'environnement. Et lui, au lieu de faire ce que font aujourd'hui les politiques, c'est-à-dire de s'attaquer à l'offre, c'est-à-dire aux entreprises, dont on sait que certaines ont compris la situation et d'autres font du greenwashing, d'une façon assez honteuse parfois. Bah lui, il veut responsabiliser. Lui, il va vers la demande et il dit, finalement, si je responsabilise les individus, si je... Par un système qui est un peu contraignant, qui est le bilan carbone individuel, c'est ces gens-là qui, en fait, vont changer les modes de consommation et les entreprises seront obligées de suivre. Alors, on sait que dans la réalité, c'est encore plus compliqué que ça, parce qu'évidemment, les entreprises, dans ce cas-là, elles ont cette arme de destruction massive qui est le chantage à l'emploi. Et on sait que les politiques sont très sensibles à ce chantage, puisque finalement, la classe politique en permanence, évidemment, a un objectif qu'on peut tout à fait comprendre, qui est le plein emploi et le plus emploi pour chacun. Et donc là, il commet quelque chose d'intéressant, mais qui en même temps est combattu parce que il y a quelque part une allégeance au numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sans le numérique, on ne peut pas calculer un bilan carbone. Moi, j'ai fait mon bilan carbone qui n'est
pas encore des meilleurs, je dois le reconnaître. Et on se rend compte de l'impact individuel qu'on a sur l'environnement. Et c'est très intéressant. Mais il y a ce sentiment aussi d'être... Que de plus en plus, et ça j'en parle d'une façon, je dirais, dégagée, mais de plus en plus, on est soumis à ces instruments de mesure de nos comportements qui ensuite, évidemment, peuvent donner lieu à des décisions pour encore plus nous encadrer, comme on l'a eu avec le pass sanitaire, finalement. C'est-à-dire que le numérique est là pour nous renvoyer ce que nous sommes. Alors qu'Emmanuel Macron se rendra en Chine en fin de semaine, il faut espérer qu'il ne rapportera pas les outils de contrôle social que votre président entend introduire dans sa loi climat, un bilan carbone individuel et donc une responsabilité individualisée en collectant les données des citoyens grâce à l'algorithme et qu'ils nommeront le pass environnemental individualisé. Alors évidemment, cette réforme, elle n'est pas populaire, une prison verte, disent ses détracteurs, mais elle est jugée nécessaire par notre président. Le vôtre, il ne va pas en Chine, dans le roman, mais il se tourne vers la Russie, avec une rencontre secrète qui doit être organisée avec Vladimir Poutine. Pourquoi vous avez choisi de regarder à l'Est dans ce roman? Pourquoi il était important que ce conflit, que ce qui se joue aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie, mais surtout la Russie et sa place dans cette géopolitique mondiale, de la faire figurer dans le roman? Alors, évidemment, sur la Russie, moi, je dirais que j'ai un tropisme particulier parce que j'y ai été. J'ai écrit sur la Russie quand j'ai écrit Une exécution ordinaire où je parle de Poutine et de ça dans les années 2000. Quand j'avais fait l'enquête sur le naufrage du Koursk, je pense que je suis un des seuls écrivains français à ne pas avoir le droit d'aller en Russie. Donc, il y a évidemment, je dirais, un intérêt particulier pour ce pays. Et surtout, j'ai fait partie des premiers, je ne m'enorgueillis pas du tout, mais à alerter sur le danger que représentait Poutine. Parce que finalement, on s'est beaucoup trompé sur Poutine. On l'a laissé faire selon l'idée qu'il était finalement très actif dans la lutte contre le terrorisme à un moment. Parce que quand il arrive au début des années 2000, et le début des années 2000, c'est les deux tours, c'est l'effondrement des deux tours, c'est l'attentat du 11 septembre. Et il y a une sorte de paranoïa collective compréhensible, mais par rapport au terrorisme. Mais à ce moment-là, Poutine, lui, il emploie les moyens extrêmes vis-à-vis des Tchétchènes. Et donc, on le laisse faire. Ensuite, il y a le fait qu'évidemment, il y a une économie très intéressante derrière avec du pétrole et du gaz. Et en particulier, les Anglais, qui ont laissé quand même une bonne quinzaine de personnes se laisser assassiner en Angleterre, pour la plupart des opposants à Poutine, sans jamais vraiment réagir. Donc il y a eu une sorte de facilitation. Et on a voulu le prendre pour un chef d'État traditionnel, alors que ça n'est jamais que le patron d'une pègre. Et ça, je crois qu'on ne le dira jamais assez. Une mafia qui s'est installée. Et c'est le premier exemple d'une mafia. C'est un petit peu comme si vous voulez, Totorina en Italie, le patron de Corleone, avait la bombe atomique. Donc là, on se trouve devant un... Et évidemment, j'ai essayé d'élargir ça dans le roman, c'est-à-dire de faire comprendre à quel point Poutine est soucieux de déstabiliser l'Europe et qu'il a toujours identifié dans l'Europe la France comme étant le maillon faible. Parce que c'est la deuxième puissance, et qu'elle est soumise évidemment à la fois à des pulsions, des impulsions souvent contradictoires, à un risque de déstabilisation qu'on a vu évidemment avec les Gilets jaunes, et qu'il a, alors là, sans tomber dans le complotisme, je ne sais pas à quel point il a été derrière ce mouvement. Certains étaient liés à des groupes eux-mêmes liés à la Russie, mais je ne pense pas que ce soit quand même le fin fond de l'histoire. Mais il est clair que Poutine a toujours pensé que l'Europe pouvait... Le point d'entrée de déstabilisation de l'Europe, c'est la France. Et c'est pour ça que je crée évidemment ce rapport entre ce président français de fiction et Poutine, qui est un personnage qui est là, malheureusement encore pour un moment. C'est intéressant, ça fait 3 fois déjà que vous citez le mot de complotisme pour vous-même, dans ce que vous dites, avec la crainte de tomber dedans. Vous pouvez dire des influences, effectivement, sans
Et on se rend compte, pour le romancier qu'on est, et même le passionné d'espionnage que vous pouvez être, vous, Marc Duguin, il y a des faits, il y a une réalité, et il est compliqué, même en investiguant sur ces sujets, de savoir exactement où est la vérité. Mais est-ce que c'est pas la force de la fiction, de pouvoir se laisser pénétrer par le réel sans forcément avoir à poser une vérité, mais simplement celle que vous cherchez à déployer? Oui, vous savez, la vérité, c'est comme Dieu. C'est des moments à trouver, on l'a perdu. C'est une recherche. C'est-à-dire que c'est un travail surtout dans le roman. Moi, je viens pas dans le roman. Je me sers pas du roman pour imposer des vérités. C'est vraiment un éclairage. Et je pense que ce roman, il est suffisamment complexe. Il n'est pas du tout dans une idéologie. Il n'est pas porté par un systématisme. Non, il montre les doutes qui vous travaillent, en tout cas les questionnements que vous vous posez. Oui, et puis les inquiétudes, parce que, comme on l'a dit aujourd'hui, moi je vois 3 axes qui sont des axes anxiogènes. Il y a évidemment le climat, et là je crois qu'on ne se rend pas compte à quelle vitesse on va rentrer dans des problèmes sérieux. Il y a évidemment le numérique et son influence sur les opinions, sur notre vie quotidienne, et puis évidemment tous les développements de l'intelligence artificielle qui va considérablement faire changer notre société, puisque on sait très bien qu'aujourd'hui, un drone peut décider de tuer par lui-même. Donc c'est quand même une étape, même si on se l'interdit, c'est déjà quelque chose qui est possible. Et la troisième chose, c'est évidemment la montée, non pas des régimes autoritaires, comme on le dit, parce que pour moi, ce ne sont pas des régimes autoritaires, ce sont des régimes totalitaires. C'est-à-dire que le totalitarisme se place très clairement comme une alternative, alors qu'avec la chute du mur en 89, on pensait que c'était terminé. Et c'est le contraire qui se passe, c'est-à-dire qu'il est en train de se reformer, et d'une façon extrêmement inquiétante, avec ce que ça représente de danger pour la démocratie, que ces gens-là méprisent, que ce soit les Chinois ou les Russes, d'une façon très différente, mais il y a un mépris total de la démocratie. Et donc, je veux dire, ces 3 questions-là, elles sont centrales et elles sont suffisamment anxiogènes pour que, quand on est écrivain et qu'on veut témoigner sur son époque, ben on s'en empare d'une certaine façon. Et la question du complotisme, c'est très intéressant parce que Dieu sait si je suis anti-complotiste, mais je suis aussi contre le fait que quand on exerce son esprit critique, on soit très très vite accusé de complotisme. C'est-à-dire que les pseudo-détracteurs du complotisme, en fait, en ont fait leur allié pour empêcher l'esprit critique de se développer. Et donc, il faut trouver un équilibre. Et ce que j'essaye de trouver, évidemment, dans le roman. C'est ce que vous essayez de trouver. On va écouter les mots de John le Carré à propos du réel, de la réalité, sachant que vous êtes, je le rappelais, directeur d'une nouvelle collection Espionnage chez Gallimard depuis 1 an, et puis que se tient actuellement à Paris, si vous passez par là, une exposition à la Cinémathèque sur les espions. L'exposition s'appelle Top Secret et elle revient sur l'espionnage, mais dans tous les genres, que ce soit la littérature, le cinéma ou encore le design et même l'art contemporain. Vous ne manquerez pas, Marc Duguin, d'aller la voir. On écoute pour l'instant John le Carré. Je pense que le but de mon travail, si tant est qu'il est un but, est de rendre cette épouvantable réalité intelligible, de la réduire, d'en faire une anecdote pour la rendre plus accessible aux humains. Le rôle de la fiction serait, dans ce cas, de rendre la réalité crédible. D'accord avec lui, Marc Duguin, rendre la réalité crédible, c'est le job de la fiction? Oui, il y a cette autre phrase de Goethe, c'est que les gens n'ont pas assez d'imagination pour imaginer le réel. Et c'est vrai que très souvent, je suis étonné parce que quand je vois mes lecteurs, ils me disent dans ce roman-là, il y a ce passage incroyable que vous avez inventé. Et en fait, ils me parlent du seul passage que je n'ai pas inventé, que j'ai pris de la réalité, d'une réalité qu'ils ne connaissent pas, mais que j'ai pris de la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, ce monde parallèle auquel est confronté un président, puisqu'il est quand même
patron final des armées, donc du renseignement. Ce monde-là nous échappe et il n'y a que lui qui en a connaissance. Et c'est intéressant dans le roman parce que j'ai essayé, c'est intéressant de mon point de vue dans l'écriture, de faire comprendre ce que c'était aussi que la responsabilité d'un président dans les opérations, ce qu'on appelle les opérations homo. C'est-à-dire la responsabilité quand on vous dit il faut tuer telle personne, quand les services de renseignement vous disent il faut tuer telle personne, c'est un meurtre identifié. Donc, vous êtes celui qui décide. C'est vous qui appliquez finalement une forme de peine de mort. Et je pense que, d'ailleurs, là-dessus, il y avait beaucoup de documentaires, beaucoup de choses intéressantes. Et ce ne sont pas les présidents qu'on pense les plus, je dirais, les moins versés dans l'action radicale qui très souvent, c'est eux qui prennent les décisions les plus fortes. C'est assez étonnant. Votre président, le narrateur, nous rappelle qu'il doit immanquablement faire la promotion, l'apologie même de la fiction qui regroupe toutes ces brebis apeurées. Lorsque la fiction est la même pour tous, elle devient réalité. Et c'est ce qu'on comprend, ce qu'on ressent à la lecture de ce roman, Marc Duguin, c'est qu'aujourd'hui, tout est récit. La politique aussi est récit. Et d'ailleurs, Marion, la communicante, le dit, la narration, c'est l'apanage du pouvoir. Mais ça, je ne suis pas sûre que vous êtes d'accord avec elle. Est-ce que l'écrivain n'a pas autant de force en proposant son propre récit ? Alors ça, c'est intéressant. C'est une question qui me travaille depuis très longtemps. C'est-à-dire que j'ai assez vite compris que le pouvoir avait sa propre narration qui est en dehors du réel et que probablement la mission de l'écrivain, c'est de proposer une autre fiction qui, elle, est peut-être plus proche du réel que celle qui nous est proposée par les gens de pouvoir. Un autre récit réel. Un autre récit. Ouais. Un autre récit qui vient contrebalancer, pas forcément contredire, mais en tout cas contrebalancer, parce que moi, je suis quand même frappé de... je dis, je suis suffisamment vieux pour voir à quel point la communication a pris de l'importance. Et c'est vrai que ce qui m'a toujours un petit peu étonné, même déçu avec Emmanuel Macron, c'est à quel point le faire semblant a pris le pas sur le réel, c'est-à-dire en matière d'écologie, enfin sur les grandes questions, et qu'aujourd'hui, on a ça avec les entreprises aussi, c'est-à-dire le faire semblant. On crame, on émet des millions de tonnes de CO2 et en même temps on plante trois arbres à l'autre bout de la planète et on dit vous inquiétez pas, on est à l'équilibre. Donc tout ça, c'est la question de la communication qui aujourd'hui, d'ailleurs j'ai une amie qui a été nommée pour rendre écolo une entreprise importante et on lui a dit dès le début, il faut faire semblant, parce qu'on ne pourra pas vraiment, économiquement, nos actionnaires ne supporteraient pas qu'on paye le prix d'un vrai changement écologique. Donc c'est tout ça que j'essaye de soulever. Alors on ne sait pas si elle a démissionné, en tout cas elle a démissionné. Elle a démissionné. Merci beaucoup Marc Duguin, vous ne démissionnez pas de Tsunami. Votre nouveau roman vient de paraître chez Albin Michel. Merci. Merci beaucoup.